Bonjour à tous. Alors j'ai fait des petites fiches, mais pas parce que je connais pas mon sujet, mais parce que je suis une impénitente bavarde sur le sujet des circuits courts. Donc déjà, je vais poser ce micro et parler là. Donc, et puis j'ai pas grandi a priori depuis la semaine dernière. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà. Donc je vais essayer de vous passer quelques messages concernant les circuits courts, qui est mon sujet de travail maintenant depuis 7 ans en France et à l'étranger, vu que je travaille en Suisse, en Belgique et où je vis, et à Paris, et où j'ai eu le plaisir de travailler énormément pour les régions et pour les marchés de gros, qui était en fin de compte, c'était un jeu de piste, on cherchait où étaient les fruits et légumes en circuit court. Parce que même si on en entend parler que depuis quelques années, les circuits courts, ça a toujours existé. On ne va pas réinventer la roue. Moi, quand j'étais petite, il y avait toujours un paysan qui passait chez ma grand-mère et qui nous amenait des fruits et des légumes. Et ils étaient, alors là, plus qu'en circuit court. Mais en fin de compte, c'est une problématique des villes, les circuits courts. Ce n'est pas une problématique des campagnes. Dans les villes, comme on n'a plus à proximité ou en périphérie des villes, on n'a absolument plus de fruits et légumes. On est en train de chercher des fruits et des légumes. Et surtout, je vous donne une petite anecdote, mais qui est vraie. En Île-de-France, on cherchait les circuits courts parce qu'on s'est dit, si un jour Paris est de nouveau occupé, il faut qu'on nourrisse les Parisiens. Donc, il faut absolument qu'on piste où est l'alimentation, où sont les zones de production. Et donc, c'est parti de là. Donc c'est quelque chose dont on entend parler tous les jours, mais il y a un très grand décalage entre ce que les gens disent vouloir, c'est-à-dire on veut manger des produits, des fruits et des légumes locaux. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est transformé, il y a viande et il y a les produits laitiers, et la réalité du marché. Je donnerai quelques chiffres parce que je ne suis pas quelqu'un qui suit très chiffres, parce que des fois ça ne veut rien dire d'un pays à un autre, et on essaiera de se faire un petit panorama européen. Alors, comme je disais... attendez. Ah oui, mais je l'ai dans la main. Je ne suis pas très technicienne. Hop, voilà. Donc, les circuits courts, c'est un mouvement global qui n'existe pas qu'en France et qui démarre au Japon, en parallèle aux États-Unis dans les années 70, avec un peu les mouvements hippies où on voulait rapprocher les consommateurs, les producteurs et les consommateurs. Voilà, et ça, ce sont des initiatives qui existent dans les pays, en Hollande, en Espagne, en Allemagne, dont on parlera un petit peu plus bas. Donc, les enjeux des circuits courts, ils sont nombreux, comme vous pouvez le voir. Ils sont politiques, économiques, sociaux, technologiques, et ça, on va en parler surtout pour les circuits de distribution, dont je crois vous avez déjà un petit peu entendu parler, environnementaux et légaux. Alors, politique, évidemment, les politiques s'en sont mêlés parce que les initiatives sont de toutes parts nombreuses, et c'est surtout les politiques qui se sont emparées de ça. Et en fin de compte, on a un décalage entre est-ce qu'on va faire du territoire, du local, du national. Voilà, parce qu'il y a toujours cette définition des produits locaux. Si je prends l'exemple de l'Île-de-France, mais même d'autres régions, par exemple, un agriculteur qui est à Fontainebleau... un consommateur qui est à Fontainebleau ou un restaurateur, quel intérêt aurait-il à aller chercher dans le nord de l'Île-de-France des produits alors qu'à côté de lui, dans le Loiret, il va avoir tout ce qu'il faut, mais qu'il y a une espèce de frontière géographique. Donc je sais qu'en Suisse, on retravaille sur cette notion de localité, parce que eux, par exemple, pour vivre en Suisse, je peux vous le dire, à 5 minutes de chez moi en habitant à Genève, il y a des fermes. Et je me fournis à la ferme directement. Donc j'ai pas la même notion de localité qu'à Paris, ou même qu'aux États-Unis, où alors là, entre les villes et la campagne, il faut quasiment peut-être même un avion, voire des drones, avec Amazon qui avait lancé cette idée d'envoyer des aliments par drone sur les villes. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et en fin de compte, beaucoup de gens se sont emparés de ce discours, que ce soit les politiciens, les consommateurs, les agriculteurs, les associations. Et en fin de compte, on se dit tous que, en fin de compte, réfléchir à ces circuits courts, ça nous permet de réfléchir aussi à notre alimentation globale et comment se réapproprier globalement notre alimentation. Économique, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à chaque fois qu'il y a une crise économique, on veut revoir un peu les fondamentaux et on se dit, en fin de compte, est-ce qu'il n'y aurait pas un système à remettre en place? Et dans l'agriculture, à mon avis, il y a des choses à faire. Sociaux, parce qu'il y a une prise de conscience, en fin de compte, nous consommateurs, on veut manger un peu mieux, on veut manger frais, on veut savoir d'où ça vient, voilà. Et technologique, parce qu'en fin de compte, à l'ère des communautés, vous avez des communautés de gens qui consomment des circuits courts et donc qui échangent, comme on a les gens qui aiment Coca-Cola ou des choses comme ça. Voilà, on est aussi à l'ère des communautés et on est aussi à l'ère des nouveaux circuits de distribution sur les circuits courts.
avec les plateformes en ligne, le click and collect, la caisse au bout du champ, les deux dames qui passeront après moi qui présenteront leur plateforme en ligne. Environnemental, parce qu'il y a une réduction de l'empreinte écologique, alors dû au transport. Alors, je réponds tout de suite à la question qui vont me dire « Ah oui, mais les transports en circuit court, c'est des petites camionnettes, c'est pas écologique. » On le sait. On le sait, et le gros travail, il est là. Et moi, pourquoi je milite, c'est le retour de toutes ces productions dans les marchés de gros pour qu'elles soient redistribuées par des professionnels pour éviter l'effet de mode du consommateur final qui va aller acheter sa toute petite quantité de carottes et de poireaux pour donner aux professionnels cette marchandise-là pour qu'elle soit donnée dans les fameuses cantines, dans les fameuses écoles, dans les fameux hôpitaux où on nous réclame à corps et à cri des produits locaux et où ils n'y ont pas accès. On en parlera un petit peu plus tard. Et enfin, l'ego, parce qu'il y a un enjeu de traçabilité. Est-ce qu'on est sûr que ce qu'on nous dit être des produits locaux sont vraiment des produits locaux ? Pour avoir fait quelques études, je peux vous dire qu'en France, on dénonce encore son voisin en me disant « mais lui, il a des caisses de produits locaux, mais ce ne sont pas des produits locaux ». Donc il y a un vrai enjeu de traçabilité. Les messieurs de la blockchain, s'ils sont là et qui m'entendent, hein, on peut aussi travailler sur ce sujet là-dessus. Alors, la prise de conscience, hein, vous en rappelez tous, on a eu un peu de vache folle. Nous, il n'y a pas longtemps en France, on est spécialistes des lasagnes à la viande de cheval. L'été dernier, on a eu les œufs au fipronil. En Chine, on a eu il n'y a pas longtemps les laits maternisés qui étaient aussi contaminés. Et je lisais, parce qu'en prévision de ma petite intervention, je lisais hier que la société Bini, que je ne nommerai pas, a rappelé tout un tas de produits pour cause de l'hystéria. Donc en ce moment, en plus, on rappelle de plus en plus de produits, parce qu'il faut quand même se rendre compte que la demande du consommateur de baisser les conservateurs et de baisser les additifs dans les aliments fait que les aliments sont moins stables en magasin. Donc il y a une vraie prise de conscience qui est liée à ça et qui nous fait revenir vers les produits locaux. Et en fin de compte, il y avait cette idée aussi de rapprocher la ferme et le consommateur. Parce que vous savez, à Paris, nous, on a le salon de l'agriculture et le nombre d'enfants qui découvrent des vaches et qui pensent qu'elles vivent au salon de l'agriculture. Et pour animer des ateliers en Suisse dans des écoles, quand je leur dis mais d'où elles viennent les carottes, ils me répondent de Migros. Eh ben non, elles viennent de la ferme. Donc vous voyez, il y a tout ce travail encore à faire, hein, on n'y est pas encore. Donc il y a cette prise de conscience avec toutes ces alertes, on va dire, qu'il y a eu. Il y a eu aussi tout ce qui concerne les alertes écologiques. Hein, donc, oups, voilà. Moi, je vous ai mis des jolies photos, hein, voilà. Et, oups, voilà. Et tout ça, en fin de compte, fait qu'il y a une augmentation, une montée en puissance des circuits courts. Alors d'abord, sur les circuits traditionnels, c'est-à-dire les marchés, hein, dans tous les pays, on trouve à peu près des marchés. Donc il y a une revitalisation de tout ce qui est marché. Il y a une création aussi des marchés de producteurs. Moi, je me déplace quand même beaucoup, même juste en Europe, des marchés de producteurs. Aux États-Unis aussi, j'en ai vu. C'est des choses qui existent. Des boutiques de producteurs, des boutiques à la ferme. Enfin, il y a un petit peu tout, des coopératives de boutiques de producteurs que j'ai vues dans les Hauts-de-France. Hein, et donc tout ça, ça me déshabille un petit peu mes marchés de gros qui, eux, ne s'y retrouvent toujours pas en matière de légumes. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, c'est une étude européenne qui est sortie il n'y a pas longtemps, en juin 2018. En moyenne, un agriculteur français a 15 circuits de distribution. Vous vous imaginez. Mais le pauvre, il ne fait plus son métier. Son métier, c'est être agriculteur. Et là, il devient salesman. Il vend, il vend, il vend, il vend. Et là, ça c'est aussi un très très gros problème des circuits courts, c'est cette fragmentation, en fin de compte, du marché, que ce soit du côté des producteurs et du côté des circuits de vente. Je parlais aussi donc de la montée en puissance des circuits courts avec la création des AMAP, donc des circuits collaboratifs, la ruche qui dit oui, les AMAP. Évidemment, la grande distribution n'a pas voulu rester en reste, hein, parce que comme eux, leurs magasins sont désertés, pour eux, les fruits et légumes locaux, ce sont quand même des produits d'appel et le consommateur veut des fruits et des légumes locaux. Alors, clairement, ils les cuisinent très peu parce que d'un autre côté, on veut des fruits et des légumes locaux, mais d'un autre côté, les femmes, mais on va dire de manière globale, les gens cuisinent de moins en moins. Et moi, je suis toujours étonnée quand je vais sur des marchés de producteurs, hein, lambda, des mamans et des papas qui ne savent pas ce qu'ils regardent. Comme fruits et légumes, par exemple, on a dans la famille des navets tous ces nouveaux vieux légumes qui reviennent. Et bien, ça pose un vrai problème parce que si on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas les cuisiner. Donc, il faut arrêter de s'enlever l'image d'Épinal, de se dire, mais mon Dieu, les beaux étals de fruits et légumes. Mais ouais, mais les gens, ils cuisinent de moins en moins dans les villes.
Et on habite de plus en plus dans les villes. Et le retour à la campagne, c'est juste en train de se faire. Hein. Et je vais avancer. Et là, maintenant, on va parler un petit peu des circuits de distribution. Donc, comme je vous disais, c'est un marché extrêmement fragmenté. On a quelques chiffres, toujours au niveau européen. C'est 15% des exploitations européennes vendent 50% en circuit court. Donc, vous voyez, entre tout ce qu'on voit à la presse, à la radio, à la télé et la réalité du terrain, on en est encore loin. Il y a encore une marge de manœuvre. Donc, fragmenté par les lieux divers où sont vendus les produits. Donc, on a parlé des circuits classiques, le marché à la ferme, les drives fermiers, mais maintenant on a aussi du click and collect, on a aussi des distributeurs automatiques dans les villes, au bout du champ. Beaucoup maintenant d'agriculteurs ont au bout de leur champ un système où ils approvisionnent comme un distributeur et hop, vous prenez, vous partez avec. Les plateformes Internet dont les deux dames viendront nous parler après. Et sur le site Internet lui-même de l'exploitation. Donc vous voyez une multitude de circuits, une multitude de canaux qui fait qu'on ne peut répondre qu'à des besoins individuels et en aucun cas des besoins de grand volume. Oups. Ah, voilà, je voulais revenir là. Alors, je voulais parler, je crois que je vous en ai parlé, des AMAP et des circuits courts. Voilà. Les nouveaux magasins aussi, parce qu'au-delà de circuits courts et de tout ce qui est Internet et de pure player qu'on va parler après, il y a aussi des surfaces spécialisées qui se créent. Italie, que je ne présenterai pas, Foodcoop en Allemagne, Belgomart en Belgique. En France, nous, on a Grand Frais et Frais d'ici, alors qu'on confond tout le temps. Mais je lisais une étude qui est sortie la semaine dernière qui disait que Grand Frais était devenue l'enseigne préférée des Français. Elle détrône Darty, hein, qui était quand même dans le top. Et Amazon est sorti du top 10, hein, donc des marques. Et ensuite, on a tous ces circuits que moi j'appelle les pure players, c'est-à-dire les gens qui travaillent via Internet. Et là, moi je vais vous le dire tout de suite, je vais mettre tout de suite à l'aise, j'en connais pas qui gagnent de l'argent à moins d'être subsidés. Parce que le problème des circuits courts, il n'y a pas 36 solutions. Ce qui coûte cher, c'est la logistique. Et la production, le coût humain. À l'heure actuelle, nos pure players, ils sont ni producteurs, ni ils sont logisticiens. Et donc, pour avoir suivi quelques startups sur ce sujet-là, on les a largement fait pivoter parce que sur 1 kilo de carottes est livré à des particuliers, et c'est la problématique peut-être des personnes qui sont passées avant moi, Just Eat, qui font de la livraison aux particuliers, ça coûte très cher. Ça coûte très cher de prendre une camionnette, de mettre la petite commande de chacun et de la faire livrer, ça coûte très cher. Et donc, tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions à la logistique, évidemment, on va voir fleurir des plateformes où on vous vend des produits locaux, des machins, des ci, des ça. Mais quelle est la durée de vie de la plateforme? Alors, j'en ai trouvé certaines qui existent quand même depuis longtemps et qui essayent d'avoir des business models qui tournent. Et j'en connais une, par exemple, qui s'appelle Market Wagon aux États-Unis, qui a une boutique, et donc pour toute personne qui vient retirer sa commande à la boutique, c'est un peu comme les pizzas, quoi. Tu viens avec une pizza et tu repars, tu commandes une pizza, tu viens la chercher, tu repars avec deux. Donc là, tu viens prendre ta commande, mais en fin de compte, si on a repéré que tu avais un voisin qui avait aussi fait sa commande, est-ce que tu peux lui prendre? Et donc c'est toi qui part avec la commande du voisin et qui lui livre. Amazon aussi est en train de faire ça. Et où en fait, quand on devient nous-mêmes livreurs, on devient les Uber de la livraison du numérique. Et ensuite, je vais vous parler, toutes ces autres plateformes sont des plateformes étrangères, mais je vais vous parler d'une plus particulièrement qui s'appelle l'Assiette d'Arthur et Alex, que j'ai suivi en incubation au Toaster Lab, donc le pôle de compétitivité food français, qui sont venus et qui nous ont dit, à moi et aux commenteurs, eh bien, on veut créer une plateforme en circuit court. Et moi, je lui ai dit, mais tu pourrais pas me créer un truc où on gagne un peu d'argent? Parce que je lui dis, là, ça fait 1 an et demi que tu es tout son bazar. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Non, on ne se paye même pas. Donc, 1 an et demi après, à chaque fois qu'il me croise en souriant, c'est qu'on a dû trouver le bon business model. Il avait un entrepôt où, en fin de compte, ce qu'il voulait faire, c'était récupérer les productions, les dépacter, les rempacter pour les livrer aux gens. Et moi, je lui ai dit, est-ce que tu t'appelles La Poste? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu t'appelles comment? Assiette d'Arthur et Alex. Donc, on va faire autre chose. Donc, en fin de compte, on a transformé cet entrepôt en boutique.
Il a fait une boutique communautaire, c'est-à-dire où les gens viennent et ils ne font pas qu'acheter. Ils participent à des ateliers, ils viennent à des conférences, il se passe quelque chose. Voilà, on les a fait travailler sur la tendance des grands magasins organiques aux États-Unis qui travaillent comme ça. Il y a même un jardin, enfin voilà, il y a un jardin partagé, ils peuvent venir faire des choses. Il fait du click and collect. Et surtout, derrière, il ne livre qu'aux professionnels, aux restaurateurs, parce que là, il y a du volume. Oups. D'autres acteurs qui veulent aussi leur part du gâteau, c'est les food courts et les department stores. En France, on a la grande épicerie. Vous avez Italie en Italie. Vous allez avoir Manor en Suisse. Eux aussi veulent leur part du butin. Donc vous voyez, il y a de nombreux acteurs qui veulent leur part du butin sur les circuits courts. Mais malheureusement, c'est un peu de la mano à la mano. En fin de compte, vous savez que dans le retail, c'est la seule partie que les directeurs de magasins ont le droit d'acheter en direct. Ce n'est pas des achats nationaux. Ils ont le droit de passer des accords locaux, en fin de compte, pour pouvoir être fournis. Et demain, sur ces circuits courts, alors moi, je donne 3 pistes de travail. 1, les circuits courts pour redynamiser les cœurs de ville. Parce qu'il y en a marre d'avoir que du retail et des cœurs de ville où il n'y a rien. Je vais vous parler d'un exemple qui me touche d'autant plus qu'il est à 400 mètres de chez moi où j'habite à Paris. La première laiterie parisienne vient d'être réinstallée. Quand je dis laiterie, c'est-à-dire que le matin, il part chercher du lait en Île-de-France et il nous fait des fromages, des yaourts, du fromage blanc et tout. Ça, c'est une super initiative. Si derrière, d'autres magasins s'installent à côté de lui, et là, on recrée un cœur de ville, parce qu'en fin de compte, l'alimentation, ça a toujours remodelé, en fin de compte, les cœurs de ville. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le retail, c'est bien. Moi, j'ai rien contre. On ne nourrira pas qu'avec de l'alimentation de proximité 60X millions d'Européens et 66 millions de Français. Par contre, ça redynamisera nos cœurs de ville. Deuxième axe, et second marché sur lequel, vous avez compris, je travaille beaucoup, c'est en fin de compte donner accès aux professionnels, c'est-à-dire à la restauration collective, aux produits locaux. Parce qu'en fin de compte, vous avez toutes les mamans, toutes les papas, ils disent « Ouais, moi je veux du bio, je veux du local à l'école. » Ouais, mais concrètement, il n'y a pas assez partout. Moi, je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur le marché de Gros de Nice. Quand j'ai été au pavillon des fruits et des légumes locaux, j'ai dit « Mon Dieu, c'était 3 trucs qui se battaient en duel. » Je dis « Mais ils sont où les produits locaux ?» Il me dit « Mais ils sont dans la montagne. » Parce qu'en fin de compte, en Nice et en périphérie, vu le prix du mètre carré, à chaque fois qu'un agriculteur il prend la retraite, il vend, mais pour faire de la construction. En aucun cas, il ne vend pour faire des produits derrière. Donc tout est en montagne. Le gars, il vend suffisamment sa production aux alentours. Qu'est-ce qui va s'ennuyer de descendre de sa montagne pour venir vendre aux Niçois dans la plaine de Nice? Et donc c'est un vrai problème. Si on veut que les gens, que nous, consommateurs, soyons fournis en produits et légumes locaux, 15 circuits de distribution, c'est de la folie. C'est de la folie. Il faut revenir sur des circuits beaucoup plus classiques. Et pour moi, le marché de gros, Rungis ou d'autres marchés, sont le cœur historique. Si j'ai travaillé sur Lille, sur Bruxelles, c'est exactement la même chose. L'éclatement, en fin de compte, n'ira pas au profit de l'agriculteur, parce que l'agriculteur, il doit se rappeler d'une chose, que son métier, c'est d'être agriculteur. Nous, on lui demande de produire. Vendre, c'est un autre métier. Et pour vous donner une idée, un agriculteur qui vend sur une dizaine de circuits courts, il passe 50% de son temps à faire autre chose que de l'agriculture. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils produisent plus. Mais évidemment, si on veut faire produire plus, il faut qu'on vende plus. Donc, il faut qu'on mette la balance à égalité. Donc, première idée, redynamiser les cœurs de ville. Deuxième idée, travailler autour de la restauration collective. En Italie, ils font énormément de choses. Peut-être les dames nous en parleront. Il y a eu beaucoup d'initiatives à Gênes, à Rome et à Milan pour fournir, en fin de compte, en circuit court, la restauration collective. Et enfin, pour moi, les circuits courts, excusez-moi, c'est un enjeu majeur de tout ce qui est transition alimentaire et transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toutes ces installations qu'on a en campagne peuvent être équipées avec des énergies beaucoup plus propres que celles que nous avons actuellement. Et transition alimentaire, évidemment, parce que nous devons manger mieux. Je vous rappelle, pour être directrice de l'Observatoire de l'obésité et du surpoids, que l'obésité tue plus de monde que le reste des maladies. Good morning to everyone.
And first of all, we want to thank Atlantic Santé staff to give us this very beautiful opportunity. My name is Giulia Tazzioli. I'm from Italy, and with my sister Caterina, we are the co-founder of the new startup Sorelle in Erba. I have a degree in marketing and economics and a long time experience in event, congress, and workshop organization. Caterina also has a degree in marketing and economics and also a master in food culture communication in a Slow Food University in Italy. With Sorelle in Erba, we sell products, organic, natural, and above all, healthy products. And on the other hand, we also organize conventions, workshops, everything linked with healthy lifestyle and correct alimentation. We start from the point that we firmly believe in food as an engine of reconnection between people, and also between people and earth. You know, different generation, different types of consumers, different target, and food can keep everybody together. In Italy, the dinner table is the first place of condivision. We get information, we speak about everything, and it's like a right, a cultural matter. In Italy, for example, we have the lunch at Grandma's on Sunday. Everybody, the family, the friends, is sitting around the table and share information. In share information, everything is linked with food. We share food and we share information. But the connection is not only between people, but also between people and earth, as I said, ground, raw materials. Poland said that we are what we eat eats. And it's terribly true, because if you can think about a salad that grows with pesticide, you know that you are going to eat pesticide. On the other hand, if we are eating a salad grown naturally, an organic salad, we will eat something true and something with vitamins and good components. So what are we doing in Sorelle in Erba? We start from little things, little producers, little farm made of real people. Then we share with our customers every little information we have about all products and all the products that will be on their table. For the last step, we deliver a balanced food box at home or at work, as our consumer prefer. We have very little producers, and they use very old methods in production, using, on the other hand, a new approach in sales. We use social media, we use internet, we use email, website, and we want to be sure that we are offering something good, balanced, and healthy, and above all, sustainable. Yes, because people now want that also food can be sustainable and good for our planet and for our earth. Now people are more conscious, we have more information, and we can act personally to give a sign for our earth and our planet. And it's also very important to use the good technology of today and mix it together with the old and ancient techniques of food transformation and growing, so that we think that this is the key of success in the future. You can make an order on our website that is a new technology, and you can personally speak with us, because
we are going to deliver the product to the final consumer, and in this way we can explain what the consumer will eat and what the consumer will have on his table. So we can see with Caterina what is really changing in the market. So, it is very interesting to notice how Italian basket of consumer goods has changed in the last 2 decades. That is possible thanks to ISTAT studies that every year update the basket of goods. We start to notice an habit changing in 3 macro fields that are food goods, alcoholics and tobacco, and prevention and care. The number of goods has almost duplicated in these 2 decades. On the contrary of alcoholics and tobacco, that decreased so much. The number of prevention and care increased, but with an explanation into different trends. One, that the age of population has increased. And the second one, that at the same time, the age in which we get disease has decreased. Moreover, looking at an economical point of view, we see that in the last 10 years, about 400 food innovative startups were born in Italy. We can see a revolution in the startup world because now startups are not only technological matter, but also food can be innovative. So, what really people want? They want to obtain a reliable information and a platform to ask for advice and share experience about food, and the possibility to get what they need easily and quickly. How Sorelle in Erba do that? We organize courses and conventions in collaboration with the University of Modena and Reggio Emilia, because we are from Modena. That allow us to broadcast information with the specialists and professional people. We organize guided tastings to explain our products and why we choose them. We personally visit all the farms and laboratories of our producers, and that's very important for us to understand and explain to people. This is our mission. We are committed to offering a meticulous care in food goods selection for our clients. We accepted a part of our philosophy of life, the values behind a short distribution chain. We firmly believe that healthy food could be a natural medicine for body and mind. So we decided to work exclusively with virtuous producers, young innovators, and custodians of traditional knowledge and skills. What Sorelle in Erba is doing? We follow our project in all its parts. The website is entirely self-made. We have a WhatsApp community to share information and recipes. We organize tastings to approach new potential customers, and we personally deliver our products at home, at the workplace. This is our website. It's also mobile friendly to allow people to order everywhere. We update it every week because we follow the seasonal production like fruit, vegetables, but also cheese and traditional food for the festivities like panettone for us for Christmas. And we follow the productors' availability because our micro production.
All the photos are made by us, usually with our mobile phone and without filters. This is important because we want to show just the reality. We have a lot of future projects, but we are just two, me and my sister. So we will go step by step, and we will organize a crowdfunding to buy a food truck. We don't need it to cook around the world, but to start a traveling sale around our city. We will propose our products as employee benefit plans for companies. We will establish a good connection with institutions just like universities to promote our mission. And we will carry on to research producer and healthy products. Thank you all.